Les dépenses contraintes, qu'est-ce que c'est? C'est ton loyer, ton électricité, ton gaz, ton assurance habitation. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça représente un tiers des dépenses du foyer, donc c'est énorme. Aujourd'hui, si tu viens comparer chez les Furets, ce qu'on a calculé, c'est que tu peux économiser jusqu'à 1 400 € sur toutes ces dépenses contraintes mis bout à bout, ton assurance auto, ton assurance habitation, ton énergie, etc. Aujourd'hui, on a 24 millions de visiteurs par an, donc c'est énorme, 2 millions par mois. 24 millions de visiteurs, c'est la population de l'Australie. Voilà, donc il y a du monde. Mais ça, c'est le fruit de travail de plusieurs années et puis des équipes marketing qui bossent hyper bien chez nous. On fait 3,5 millions de devis par an. Et puis, à nos partenaires, on envoie plus de 2 millions de contacts par an. Ça fait 4 par minute. On peut avoir des bons partenaires qui ne font pas beaucoup de revenus, mais qui nous partagent beaucoup de data et qui nous permettent d'optimiser l'expérience client. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Là, notre ambition aujourd'hui, c'est de devenir une marketplace pour les Français. Donc, ça veut dire que tu as des services pour les consommateurs finaux, mais tu as aussi des services pour tes partenaires. Et donc, cette ambition, elle est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça très chouette. J'étais contente de l'incarner. Et donc, toute la stratégie, c'est justement de plus être pris comme un prestataire ou un fournisseur, mais d'être un vrai partenaire et d'offrir de la valeur aux partenaires. C'est-à-dire qu'au-delà du contact que je vais t'envoyer parce que toi tu cherches une assurance, j'ai envie de te partager de la data, j'ai envie de te rendre intelligent, j'ai envie de se dire on pourrait peut-être aller ensemble sur telle cible. Voilà, donc c'est ce truc en plus qui moi me plaisait vraiment dans le projet des Furets. Enfin, les qualités, c'est de la curiosité pour être à l'écoute de ton partenaire, de voir ce dont il a besoin, etc. Et puis de l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire de se dire ils ont besoin de ça, qu'est-ce que je peux leur proposer. Voilà, pour moi, c'est les deux sujets importants. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Alliance. Aujourd'hui, nouvel épisode en présence d'une personne très experte de son sujet, puisqu'on va plonger aujourd'hui dans le monde des partenariats et précisément dans le monde de l'assurance. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Clémence Soufflet, Bonjour. Directrice des partenariats et du développement chez lesfurets.com. Clémence, merci d'avoir accepté l'invitation et je suis très heureux de te recevoir. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, Clémence, s'il te plaît? Donc, je suis Clémence Soufflet, je suis directrice du développement et des partenariats chez lesfurets.com. J'ai débuté ma carrière il y a plus de 20 ans maintenant, donc ça fait un petit peu longtemps. Toujours dans les partenariats, on aura peut-être le temps d'en reparler, mais toujours une expérience très tournée partenariat, construire des ponts entre les entreprises, trouver des synergies, fédérer des équipes. Voilà, c'est un peu le leitmotiv de ma carrière. Voilà, on en discutait un peu avant, mais comment t'es arrivée dans le monde des partenariats justement? Comment je suis arrivée dans le monde des partenariats? Donc, mon premier job, c'était un job de marketing chez BNP Paribas. Et puis, de fil en aiguille chez BNP, il y a une joint venture qui s'est montée avec Orange, l'opérateur téléphonique. Et il s'agissait de faire parler Orange et BNP Paribas. Donc, j'étais chef de projet sur ce... Pas facile. Dans cette joint venture. Alors, aujourd'hui, tout le monde paye avec son téléphone. Donc, finalement, ça avait déjà du sens. Mais les faire parler ensemble, c'était vraiment deux mondes complètement différents qui se rencontraient. Et donc, voilà, fédérer les équipes autour du projet commun de cette joint venture, c'est vraiment ce qui m'a mis le nez dans les partenariats. Après ça, j'ai travaillé dans d'autres systèmes de paiement avec toujours des histoires de partenariats dans des domaines hyper variés. Ce que je trouvais sympa, c'est que ça permettait d'aller voir des clubs de foot, du loisir, des voyagistes. Donc voilà, ça a ouvert plein de domaines. Et puis, après ça, j'ai rejoint le Crédit Social des Fonctionnaires. Oui, ça existe. Mais c'était une très belle école. J'étais responsable des partenariats en immobilier, tout ce qui est prêt immobilier, et puis crédit conso aussi. J'ai fait un saut chez Covea où j'ai travaillé sur les partenariats avec les agents MMA. Donc voilà, encore un autre système. Et puis en 2017, j'ai rejoint le groupe Meilleur Taux où j'étais directrice des partenariats sur les projets immobiliers, sur le crédit immobilier. Donc hyper intéressant parce qu'il fallait aller voir les banques pour leur dire j'ai des clients, qu'est-ce que vous recherchez, comment on travaille ensemble, quel process on met. Voilà, super. Sur un projet qui est en plus sympa pour le client final parce que c'est le projet d'une vie d'acheter son appart, donc très chouette. Quand Meilleur Taux
à changer d'actionnaire, je suis partie. J'ai créé une start-up. Donc là, on remet bien les mains dans l'opérationnel. Ça fait du bien pendant 2 ans. Ça permet de garder un peu les pieds sur terre et de faire du terrain. Et puis, j'ai rejoint les Furets il y a 18 mois parce qu'il y avait un super projet justement côté partenariat. Et je pense qu'on va en parler un peu plus après. Génial. Voilà. Écoute, c'est top. Je crois que tu es la première personne que je reçois avec autant d'expérience, en tout cas dans les partenariats. Donc, on va en profiter. C'est top. Non, pas du tout. Expérimenté. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler du coup desfurets.com? Je pense que tout le monde connaît la marque, mais peut-être dans le détail pour que tu nous donnes quelques chiffres et puis un peu l'historique de cette belle marque. Alors, lesfurets.com, déjà, c'est une chance d'être directrice du développement parce que autant quand tu es au Crédit Social des fonctionnaires, tu fais moins briller dans les dîners, même si le job est hyper intéressant. Quand tu bosses chez les Furets, c'est quand même plus facile d'approcher des cibles. Donc, on bénéficie de cette grande notoriété qui est plutôt une chance. Historiquement, les Furets ont été créés en 2012. C'était une start-up qui faisait de l'édition de logiciels pour du courtage et de l'assurance, qui a été rachetée par un groupe anglais. Le groupe anglais qui s'appelle BGL, le groupe anglais a investi énormément dans la marque en créant les Furets et a investi beaucoup en marketing pour créer toute cette notoriété. Et ce groupe BGL a un autre comparateur au UK qui s'appelle Compare the Market, donc a une forte expérience du monde de la comparaison. Les marchés entre le UK et la France sont vraiment différents, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a plein de choses dont on s'inspire, plein de choses qu'ils font dont on s'inspire. Donc voilà pour les Furets. Qu'est-ce que je disais? Oui, on fait... aujourd'hui, on a 24 millions de visiteurs par an, donc c'est énorme, 2 millions par mois. 24 millions de visiteurs, c'est la population de l'Australie. Voilà, donc il y a du monde. Mais ça, c'est le fruit de travail de plusieurs années et puis des équipes marketing qui bossent hyper bien chez nous. On fait 3,5 millions de devis par an. Et puis, à nos partenaires, on envoie plus de 2 millions de contacts par an. Ça fait 4 par minute, pour te donner une idée. Ouais, voilà. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Et juste lesfurets.com, on n'est que sur un réseau français où tu étends un petit peu sur le Benelux? Non, aujourd'hui, on n'est que en France, lesfurets.com. Nos partenaires sont des assureurs ou des courtiers français. On pourrait dupliquer la plateforme sur d'autres pays. Mais aujourd'hui, l'activité, elle est franco-française. C'est quand même assez faramineux quand tu me dis 24 millions, puisque ça veut dire qu'il y a un Français sur 3 qui vient chez vous, en tout cas pour comparer ou en tout cas changer son assurance. Quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la comparaison, on a une surreprésentation des moins de 35 ans. Donc, on cible surtout les moins de 35 ans. C'est des jeunes, chez nous, on les cible jeunes. C'est une cible qui a toujours été habituée à comparer, qui n'est qu'un téléphone, qui a été habituée à comparer. Ils comparent leurs voyages, leurs loisirs, leurs mecs, enfin voilà, ils comparent tout. Donc, on est complet. Il n'y a pas de raison de ne pas comparer l'assurance. Donc, c'est une population surreprésentée et c'est la cible qui transforme le mieux chez nous. Donc voilà, donc c'est une cible à laquelle on fait très attention. Et on a fait un petit call justement avant de l'épisode pour le préparer. Tu m'avais donné un chiffre qui était assez fou. C'était 1 400 € si je me rappelle bien, de pouvoir d'achat que vous redonnez aussi aux Français en comparant l'assurance. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Parce que je trouve ça assez fou, c'est quand même assez énorme. Ouais, donc la mission des Furets, c'est d'optimiser ce qu'on appelle les dépenses contraintes du foyer. Les dépenses contraintes, qu'est-ce que c'est? C'est ton loyer, ton électricité, ton gaz, ton assurance habitation. Voilà, donc tout ça mis bout à bout, ça représente 1/3 des dépenses du foyer, donc c'est énorme. Aujourd'hui, si tu viens comparer chez les Furets, ce qu'on a calculé, c'est que tu peux économiser jusqu'à 1 400 € sur toutes ces dépenses contraintes mis bout à bout, ton assurance auto, ton assurance habitation, ton énergie, etc. À côté de ça, et c'est un truc auquel je tiens aussi, tu peux aussi décider que tu as envie d'être bien couvert, mais peut-être que pour le même prix, tu peux avoir des couvertures et de l'assurance qui correspondent mieux à tes besoins. Et donc les Furets, ça permet à la fois... Enfin, ça permet soit d'optimiser d'un point de vue dépenses, soit d'optimiser tes couvertures d'assurance. Voilà, donc c'est un vrai devoir de conseil. Ok, super. Et aujourd'hui, si on va un peu plus loin peut-être dans ce que vous faites, est-ce que tu peux me parler un petit peu du monde de l'assurance de manière générale? Le monde de l'assurance, vaste monde. Oui, c'est ça, exactement. Le monde de l'assurance. Aujourd'hui, le monde de l'assurance, c'est très... Alors, quand on est chez les Furets, on sait que c'est pas très sexy.
le monde de l'assurance. Notre positionnement, c'est de vulgariser les sujets, c'est de décomplexer les gens sur le fait qu'on n'y comprend rien. Donc, on a un gros travail de pédagogie. Je reparlerai peut-être après de la com, de la manière dont on fait, mais sur l'assurance en général, si tu prends toute la chaîne, tu as des comparateurs, des courtiers, des assureurs, des gestionnaires, des réassureurs. Donc, tu as une chaîne qui est très complexe. Et pourquoi pas, parce que chacun a son métier et chacun a son expertise. Mais c'est vrai que du coup, le consommateur final est parfois complètement perdu. Au-delà de ça, donc, déjà sur les acteurs, et après sur les offres, c'est hyper compliqué, quoi. Enfin, tu signes des contrats de 20 pages et tu n'as toujours pas compris ce qu'il y avait dedans. Tu ne sais même pas si on vole ta voiture, tu es couvert. Voilà. Et ça, c'est aussi la mission des Furets, de se dire, voilà, on veut faire de la pédagogie, c'est important, on veut que vous compreniez et que vous puissiez choisir votre contrat en ayant vraiment toutes les informations. Ouais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui a une assurance, mais c'est un monde qui est un peu opaque parfois sur la manière dont appréhender, et puis ce que tu disais aussi, les couvertures associées, quoi. Si on plonge sur ton rôle aujourd'hui, donc tu as une belle responsabilité puisque tu gères tous les partenariats et le développement, j'ai compris. Comment s'est passée ton arrivée et quelle est l'étendue de ton rôle aujourd'hui ? Mon arrivée s'est bien passée. Merci. Non, j'ai choisi de rejoindre les Furets parce qu'il y avait un projet stratégique que je trouvais vraiment intéressant. Notre ambition, c'est de devenir une marketplace, c'est-à-dire historiquement, les comparateurs étaient un peu des générateurs de leads pour des partenaires. Là, notre ambition aujourd'hui, c'est de devenir une marketplace pour les Français. Donc, ça veut dire que tu as des services pour les consommateurs finaux, mais tu as aussi des services pour tes partenaires. Et donc, cette ambition, elle est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça très chouette. J'étais contente de l'incarner. Et donc, toute la stratégie, c'est justement de plus être pris comme un prestataire ou un fournisseur, mais d'être un vrai partenaire et d'offrir de la valeur aux partenaires. C'est-à-dire qu'au-delà du contact que je vais t'envoyer, parce que toi, tu cherches une assurance, j'ai envie de te partager de la data, j'ai envie de te rendre intelligent, j'ai envie de se dire, on pourrait peut-être aller ensemble sur telle cible. Voilà, donc c'est ce truc en plus qui, moi, me plaisait vraiment dans le projet des Furets. Ok. Et donc aujourd'hui, ton équipe, elle est composée de combien de personnes ? Et mon équipe, aujourd'hui, on est une dizaine. Donc, il y a la partie Key Account Manager qui gère les relations avec les partenaires existants. Il y a des BizDev qui, eux, vont chercher des nouveaux partenaires. Et puis, j'ai une partie technique aussi sur toute la problématique des intégrations des partenaires chez nous. Qui, du coup, doivent être présents sur la marketplace, c'est ça ? Exactement. Ok. Ouais. Comment tu bosses avec le marketing aussi, puisque tu me disais il y a 2 millions de personnes à peu près qui viennent chez vous chaque mois. C'est énorme. Donc comment vous bossez sur le référencement et sur le fait après d'acquérir justement beaucoup de clients et de partenaires ? Ouais. Alors, si on a une vision marketplace, on a tout le boulot du marketing en B2C qui va aller chercher nos clients finaux, donc monsieur et madame lambda. Et donc pour ça, on a des stratégies SEO, on a 6000 pages de contenu, on a 4 journalistes en permanence qui font des articles. On a une stratégie SIA qui est assez poussée. Et on investit vraiment sur le SIA. On fait de moins en moins d'affiliations pour envoyer des bons trucs. Et vraiment du SIA. On fait des RP, on fait de l'affichage, on fait du sponsoring. On a sponsorisé Pékin Express. Donc, tu as à la fois du haut de funnel et puis du SIA, du SEO, etc. Donc, ça, c'est sur la partie marketing. Ça passe dans notre moulinette de produits. Donc, en plus, on est que des femmes, donc c'est très sympa chez Furet. Il y a la directrice marketing qui fait toute cette acquisition. Après, il y a la directrice produit qui, elle, va nous faire notre produit, notre marketplace, pour qu'on soit en fait un tamis pour les partenaires. Il y a plein de gens qui viennent dedans, dans tous nos visiteurs. Finalement, je n'ai pas forcément envie d'avoir plus de visiteurs. Ce que je veux, c'est des personnes qui transforment. Donc, on fait tout ce jeu de tamis. Et puis après, nous, on envoie chez les partenaires pour avoir la bonne offre pour le bon client au bon moment. Ok, mais c'est eux qui font le devis du coup ? Donc nous, on est branchés en web service avec les partenaires ou en API. Et les partenaires nous envoient les tarifications en fonction des profils des clients. Ouais. Donc si toi, tu cherches une auto, tu vas rentrer toutes tes données, hop, on va appeler tous les partenaires, ils vont se positionner oui ou non, je prends quoi. Et toi, après, tu choisis
tu choisis tel ou tel, je sais pas, tu choisis de travailler avec Flitter, AXA, Matmut, Crédit Agricole, enfin peu importe, tu cliques sur notre partenaire et tu continues après sur le site du partenaire. Ok. Et je sais que c'est ce que tu as dit avant, le monde de l'assurance, tu as énormément de produits. Qu'est-ce que tu proposes et qu'est-ce que tu proposes pas aujourd'hui sur les furets? Alors, on propose, notre meilleur produit, c'est l'assurance auto. On est très fort en auto. J'aime pas spécialement la voiture, mais on est très fort en assurance auto. Voilà. La santé, l'assurance habitation. Après, on fait aussi de l'assurance emprunteur, on fait de l'énergie, donc tout ce qui est gaz, électricité. On fait aussi de la moto, qui marche bien en ce moment parce qu'il fait beau et que les gens prennent leur moto et ont besoin de la réassurer. Voilà, donc ça, c'est nos produits principaux. Et puis après, on a plein de petits produits autour. Au total, on a 208 partenariats. Donc voilà, donc on est occupés. Ok, super. Écoute, plongeons justement dans le cœur du réacteur et ton activité. Est-ce que alors la genèse, on a un peu parlé, mais elle est assez évidente parce que du coup, tu positionnes tes partenaires en amont sur ton site, mais comment se sont développés au fur et à mesure des années les partenariats chez lesfurets.com? Comment se sont développés les partenariats? Historiquement, je n'étais pas là pour le voir, mais on avait moins de partenaires. L'idée, c'était vraiment de se positionner sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Donc là, ce que tu as dans tes dépenses contraintes. Et petit à petit, on a étoffé les différents partenariats avec ces dépenses contraintes, donc l'auto, la santé, l'habitation, etc. Nous, aujourd'hui, plus on a de partenaires, plus on est content. La difficulté qu'on a, mais comme beaucoup, c'est les temps d'intégration. Finalement, et on travaille dessus, mais le principal sujet, c'est comment est-ce que demain, je pourrais dire à tous ceux qui veulent être référencés chez les Furets, venez chez les Furets et vous êtes live dans 2 jours. Quoi. Ouais. Voilà, donc ça, c'est notre gros sujet pour l'année prochaine. Et tu estimes que tu as encore beaucoup de partenaires à aller chercher aujourd'hui? Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas tout le marché. Donc, il y a encore des partenaires à aller chercher. Et puis, il y a des cibles à couvrir aussi qui ne sont pas forcément couvertes, des cas un peu particuliers. Par exemple, sur les dom-tom, c'est très compliqué d'avoir une assurance. Donc, voilà. Donc, c'est arriver à avoir tout le panel pour répondre à tout le monde. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler justement les partenaires dans l'assurance? Je sais que c'est un monde assez spécifique. Alors, de mon côté, qui a l'air fermé, mais parce que je ne le connais pas aussi. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous détailler ce monde justement? Le monde des partenariats dans l'assurance, en fait, comme je disais tout à l'heure, la chaîne est assez longue. Donc, tu as tout au début, le plus proche du client, tu as des comparateurs ou des courtiers. Donc, eux, ils vont prendre ton besoin et ils ont référencé plein d'offres. Donc, ça, c'est ce qui est plus proche du courtier. Les courtiers vont passer la balle à des assureurs dont leur job, le job, c'est d'assurer. C'est une assurance, tu fais de la probabilité et tu évalues la possibilité qu'un risque... Enfin, tu couvres un risque. Donc, si un risque arrive, il faut que tu sois capable de le couvrir. Donc, tu as des assureurs. Après, tu as des gestionnaires, c'est-à-dire c'est eux qui vont gérer tes problématiques, je sais pas, tu te fais voler ta bagnole, du coup tu vas appeler ton gestionnaire, peut-être ton assureur qui fait la gestion, mais en tout cas c'est un autre job que de se dire où t'es planté sur l'autoroute quand tu appelles ton assistance. Voilà, c'est les gestionnaires qui répondent. Donc voilà, courtier, assureur, gestionnaire, et après tu as des réassureurs qui sont un peu les assureurs des assureurs. Parce que ce qui est compliqué dans l'assurance, c'est que c'est un marché qui est réglementé, donc tu as beaucoup de contraintes, à la fois réglementaires pour le consommateur final, mais aussi pour les assureurs, et notamment de solvabilité. C'est-à-dire que tu peux pas, s'ils prennent trop de risques et qu'ils engrangent trop de risques, il faut qu'ils aient la solidité financière. Donc tout ça, ça fait beaucoup de contraintes dans tous les sens. Et donc chacun a son petit rôle à jouer, mais ce qui fait que pour le client final, c'est très, très complexe. Ouais, alors, peut-être que je vais un peu trop dans la question, mais est-ce que tu connais les modèles de risque derrière? Comment ça se passe pour évaluer un risque côté assureur? Oui, bien sûr. Alors, tu as des actuaires qui travaillent dessus. Quand tu es en santé, tu vas travailler sur des tables de mortalité. Quand tu fais de l'assurance emprunteur, l'assurance emprunteur, c'est quand tu achètes un appartement et que tu prends une assurance si jamais tu décèdes.
Et ben par exemple, dans les questions, c'est ce qu'on appelle les questions tarifantes. Dans les questions, tu vas dire est-ce que tu es fumeur? Est-ce que tu travailles en hauteur? Est-ce que tu fais plus de 15 000 km? Et puis, oui, est-ce que tu travailles avec des objets coupants? Et donc, en fonction de tes réponses, ça te sort des tarifs différents. Donc, si tu es fumeur, que tu travailles en hauteur, qu'en plus, tu vas payer très cher. Voilà. Tu voyages beaucoup, tu vas payer très cher. Mais voilà, par exemple, tu es coiffeur. Tu vas payer plus cher ton assurance emprunteur que quelqu'un... Enfin, je parle... Après, tu as toujours des cas particuliers, mais globalement, tu vas payer plus cher que quelqu'un qui travaille dans un bureau parce que tu as des ciseaux. Et que le risque, c'est que tu te coupes. Et si tu te coupes la main, du coup, tu ne peux plus travailler. Du coup, tu n'as plus de revenus. Du coup, tu ne peux pas payer ton crédit immobilier, etc. Donc, la mesure du risque, elle est vraiment liée... c'est hyper intéressant. C'est très mathématique, mais c'est très pointu. Voilà, il faut creuser. Ok. Et on n'a pas du tout parlé de ça en amont, mais est-ce que tu sais comment je pourrais poser cette question? Le nombre de fois où les assurances sont activées versus payées, tu vois Oui, alors ça dépend évidemment des produits, ça dépend des secteurs, mais là où il y a un vrai sujet, si je prends l'assurance habitation, le vrai sujet, c'est l'assurabilité sur tout le territoire français. Tu as dû entendre aux infos, il y a des territoires, il y a des villes où les assureurs ne veulent plus assurer. Parce qu'avec le réchauffement climatique, le risque est trop important. Donc, ils veulent pas le porter. Et ça, c'est un vrai enjeu de société. C'est-à-dire que si tu n'as plus d'assurance sur... j'ai plus les villes en tête, mais tu as des villes dans lesquelles tu ne peux plus t'assurer parce que tu es en zone de sécheresse intense, donc ta maison elle risque de tomber, ou tu es en zone d'inondation. Et au bout de 3 inondations, les assureurs ne veulent plus y aller, le risque est trop important. Et ça, là, c'est un vrai sujet de société. Oui, parce que derrière, tu n'as pas de solution derrière pour les consommateurs. Quoi. Ouais. Ok. Si on revient peut-être au monde des partenariats, comment, si je veux bien te redemander un peu comment tu gères aujourd'hui ton équipe et qui fait quoi entre tes key account managers et tes business développeurs. Donc les key account managers, ils vont vraiment être support en day-to-day, en quotidien de nos partenaires. Donc voilà, ils ont régulièrement au téléphone, on regarde comment on peut améliorer, ce qui manque, si tout se passe bien, etc. Côté business développement, on essaie vraiment de faire de la dentelle pour nos partenaires. C'est-à-dire que, comme je le disais en intro, on ne cherche plus à envoyer du lead, on veut vraiment construire de la valeur pour tout le monde. Et donc, on va travailler sur d'autres sujets que du lead, par exemple avec des partenaires. Comme on a beaucoup de data chez nous, on va co-construire avec eux des offres qui manquent sur notre panel ou co-construire des offres qui leur conviennent voilà, avec eux, avec notre data. On va leur partager de la data pour qu'ils réfléchissent, qu'ils se positionnent mieux, etc. On a notamment développé un produit qui s'appelle Le Studio qui permet de voir comment ton offre apparaîtrait sur notre site sans être intégré complètement. Donc, ça te permet de t'entraîner, d'ajuster, etc. On a évidemment beaucoup de data que les actuaires aiment bien cruncher. On travaille sur des sujets de data clean room avec d'autres assureurs. Enfin, voilà, il y a plein de sujets. Et c'est cette espèce de... Ce que je trouve intéressant sur la partie développement, c'est justement faire de la dentelle, être à l'écoute du client et l'accompagner en mode un peu conseil. On construit une offre ensemble, de quoi tu as besoin, je t'accompagne. Voilà, c'est pas juste on veut te vendre des fiches et puis voilà quoi. Ouais. Historiquement, ce que je comprends, c'est que tu te rémunères au lead. Ouais. Alors voilà, justement, c'est là toute la marketplace. C'est qu'en passant de la lead génération à de la marketplace, on change tout le business model. Et là où tu étais en lead génération, tu es en CPC, donc tu vends de la fiche. Ce qui, en fait, génère de la mauvaise valeur parce que c'est de la fiche qui va être appelée 10 fois, 15 fois, revendue. Les clients ne sont pas contents parce qu'ils sont appelés, ta note dégringole, voilà. Donc, de la lead génération, nous, la lead génération et du CPC, du coup, au clic, on passe à un modèle marketplace et CPA, c'est-à-dire qu'on n'est rémunéré que quand le client transforme chez le partenaire. Et pour moi, c'est vraiment le modèle gagnant-gagnant. Enfin, et c'est
les Anglais disent c'est du triple win, parce que c'est gagnant pour le partenaire, parce que tout ce qu'il reçoit, il le transforme, et si on envoie de la mauvaise qualité, il ne le transforme pas. Si on envoie de la bonne qualité, il le transforme. Donc on a tout intérêt à envoyer de la bonne qualité. Pour nous, on est sûr que le partenaire va bosser sur le sujet, et pour le client final, il va jusqu'au bout du truc et il est accompagné, quoi. Donc on est vraiment sur un modèle très partenarial plus que lead génération. Ouais, puis je comprends que là, tu as une ressorte de modélisation différente où tu vas aussi pousser les bonnes offres aux bons clients au bon moment. Parce que du coup, tu as toute cette data aussi qui est énorme chez vous, mais en même temps, tu sais exactement ce que la personne a besoin, donc tu retravailles l'offre directement. Et puis les assureurs peuvent très bien nous dire nous, on veut que des jeunes. Il y arrive qu'il y ait des assureurs qui nous disent nous, on n'assure pas Marseille et le 93. Ça arrive. Et donc, en fait, nous, on s'adapte à la demande aussi de l'assureur. S'ils veulent apparaître que sur toute la France, sauf Marseille, voilà, et ben, ils apparaissent sur toute la France. Et, par exemple, c'est plus cher d'assurer une voiture à Marseille qu'à Lille. Okay. Ton assurance coûte plus cher. Il faut le savoir. Ok, bon, déménager à Lille. Aujourd'hui, tes partenaires, du coup, avec tout ce que tu m'as dit, les courtiers, les assureurs, c'est qui, in fine, c'est les assureurs directement? On travaille avec des courtiers et des assureurs, les deux. Et quelle est la différence dans l'approche entre les deux? Les courtiers, ils vont avoir derrière un courtier, tu peux avoir 5 ou 6 offres d'assureurs, alors qu'un assureur va avoir juste son offre. Voilà, ou plusieurs offres. Les courtiers, parfois, ils ont accès à des offres que les assureurs n'ont pas en direct. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, toi, c'est aussi tout l'intérêt de pousser un courtier qui va avoir des offres plus enrichies que tu pourras afficher, quoi. Moi, mon intérêt, c'est d'avoir le plus d'offres possible aussi sur mon panel. Si tu compares une marketplace... je ne vais pas parler d'Amazon parce que je ne suis pas forcément fan, mais en tout cas sur le produit, ils sont intéressants. Quand tu cherches un truc, quand tu cherches un produit, tu en as 10 qui se proposent, et voilà, plus tu en as, plus c'est intéressant, quoi. Donc toi, en fait, tu pourrais travailler avec un assureur, mais qui ne te propose pas tout, et un courtier, en fait, vient enrichir même l'offre parce qu'il a... Ok. Ah, c'est hyper intéressant et hyper vaste au final, quoi. L'idée, c'est que... si j'ai une personne qui habite Marseille, qui veut assurer sa voiture, que j'ai des assureurs, que j'ai au moins 6 offres. Mais si cette même personne, finalement, elle habite à Lille, que j'ai quand même 6 offres. Voilà, comment est-ce que j'arrive à toujours proposer du choix et de la comparaison pour le consommateur final? Ça, c'est hyper intéressant. Comment est-ce que tu envoies du flux suffisamment abondamment à tous tes partenaires, et comment tu disperses ce flux à tous tes partenaires, justement? En fait, l'idée, c'est de se dire, il y a une demande. Ça va interroger tous les web services, ça va interroger tous les assureurs, et ça restitue sur notre page de résultats. Et après, c'est le client final qui choisit. Donc, ce qui est intéressant, les partenaires, ils vont savoir combien de fois ils s'affichent, et combien de fois ils sont cliqués. Et donc ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, en fait, j'envoie pas du flux, je permets aux partenaires de s'afficher. Et c'est le client final qui va se dire finalement, moi, je préfère aller travailler avec AXA parce que j'en ai déjà entendu parler plutôt que ce courtier que je connais pas. Voilà. Donc c'est vraiment le client final qui choisit. En revanche, le jeu pour les partenaires, c'est de s'afficher sur des profils qui les intéressent. Voilà. C'est quoi un bon partenaire pour toi aujourd'hui ? C'est quoi un bon partenaire ? Un bon partenaire, c'est une bonne question. C'est un partenaire qui partage de la data, je pense, qui partage de la donnée, qui s'affiche beaucoup. Enfin, en fait, je vais faire le bon chasseur et le mauvais chasseur pour ceux qui ont la ref. On peut avoir des bons partenaires qui font pas beaucoup de revenus, mais qui nous partagent beaucoup de data et qui nous permettent d'optimiser l'expérience client. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment important. On a des partenaires avec lesquels on travaille super bien parce qu'on partage de la donnée, on travaille l'UX ensemble, on fait des A/B tests. Et au final, je pense que c'est ceux qui sont le plus tournés vers l'expérience client qui nous intéresse le plus. Avec lequel on travaille le mieux, quoi. Ouais, le modèle marketplace que tu définis là. Ils sont prêts à tester des nouveaux trucs avec nous. Vraiment, quand je parle d'A/B test, on fait beaucoup d'A/B tests. On optimise tout, on essaie tout le temps d'optimiser notre produit. Voilà, il y a des partenaires qui jouent le jeu et d'autres moins. Et en fait, on a des petits partenaires, des petits insurtechs, qui sont des bons partenaires parce qu'ils jouent le jeu avec nous, quoi. Ce serait quoi ton objectif d'ici un an pour utiliser 208 partenaires? Tu aimerais arriver à combien? En fait, je pourrais... moi, ce que j'aimerais, c'est avoir le plus de partenaires possible. Mais ce que je te disais tout à l'heure, le vrai sujet, c'est comment est-ce que
j'arrive à les embarquer et à les intégrer sur mon site en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est vraiment pour moi l'enjeu. Le sujet, il est à la fois chez nous et chez les assureurs et chez les partenaires, où en fait, on a des temps qui sont quand même assez longs parce que c'est des produits complexes. Mais finalement, avec l'IA, je pense qu'on va réussir à aller beaucoup, beaucoup plus vite. Ok, super. C'est mon ambition. Bah, écoute, je te le souhaite en tout cas avec les équipes. Sur un sujet assez similaire, quel process ou quels outils tu as mis en place pour fluidifier la relation avec tes partenaires? Ouais. Alors, en arrivant, il y avait un vieux Salesforce qui traînait, donc on a changé de CRM. On travaille avec HubSpot aujourd'hui, qui est un bon outil que j'ai déjà utilisé auparavant et qui nous permet de suivre vraiment les partenariats de façon optimale. Donc ça, c'est important. Et puis, l'autre point que moi, je souhaite développer, je le disais un peu tout à l'heure, c'est d'arriver à partager plus de dashboards, plus de data avec nos partenaires pour les rendre autonomes et qu'eux puissent nous faire du feedback en temps réel, nous donner leur avis, etc., etc. Et ça, donc, du coup, tu le ferais sur ta plateforme directement? Ouais. Okay. En fait, idéalement, dans une marketplace, mais c'est un chantier qui aujourd'hui n'existe, enfin aujourd'hui ça n'existe pas. Idéalement dans une marketplace, tu te plugs, t'as une sorte de plateforme où t'as tes dashboards, tu veux changer tes offres en 3 clics, tu vois, et en fait le partenaire est super autonome. Là aujourd'hui, comme on était sur des produits d'assurance, on n'est pas aussi autonome, mais ça fait partie des projets qu'on souhaite mener et vraiment autonomiser les partenaires pour avoir des discussions qui portent vraiment sur du développement et pas juste sur j'ai une offre qui bouge un petit peu, j'ai pas reçu mon dashboard, etc. Donc vraiment autonomiser les partenaires là-dessus. Ouais. Ok, super. Clémence aussi, quel est l'impact de l'IA aujourd'hui sur vos partenariats? L'impact de l'IA sur les partenariats. Alors en assurance, si on se dit que l'IA, ça permet de lire des documents et de les résumer très vite. Et ça permet d'optimiser les process. Je pense que l'assurance, c'est le meilleur terrain de jeu pour jouer à ça. Parce que quand je disais tout à l'heure, tu as ton contrat, il fait 35 pages. Aujourd'hui, avoir un récap de ton contrat hyper simple ou un des sujets, se dire en fait, moi, je cherche une assurance, j'habite Marseille, je cherche une assurance qui fait ça, juste prompter ton besoin et avoir la réponse. L'IA va nous permettre ça, nous permet déjà ça, on fait des tests chez nous, c'est hyper intéressant, quoi. Enfin, et vos partenaires sont ouverts à tout ça? Il y a une partie qu'on a chez nous. Chez les assureurs, l'IA elle va être utilisée dans tout ce qui est call center, gestion des sinistres, des choses comme ça. Chez nous et sur notre site, en fait, on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on peut jouer avec ça. Nous, on réfléchit aussi sur toute la partie, comme beaucoup, sur comment on va utiliser des agents, comment est-ce qu'on va optimiser notre code. Il y a plein de sujets. Comment moi, j'optimise mes partenariats. Et en même temps, dans tout ce qui est automatisation... On est sur des partenariats où moi, mon marché, c'est vraiment le marché des assureurs. J'ai pas 3 millions de partenaires potentiels, quoi. Donc, pour moi, c'est hyper important. T'as beau avoir un super CRM, avoir de l'IA, etc. C'est hyper important de continuer à faire de la dentelle et avoir des relations proches, interpersonnelles avec tes partenaires et aller déjeuner avec eux. Et voilà. Parce que je pense que le développement passe aussi par là, en tout cas sur mon marché. Si tu vois, sur un autre sujet, si on passe sur tes KPI aujourd'hui, ouais. Qu'est-ce que tu utilises comme KPI pour mesurer le succès de tes partenariats et la performance associée? Ouais. Alors, en assurance pure, tu vas utiliser un ratio qui s'appelle le S sur P, donc sinistre sur prime. Pardon, okay. Le S sur P, sinistre sur prime. Donc ça, c'est un ratio assurantiel qui permet de garder un équilibre. Si tu as plus de sinistres que tu collectes d'argent, tu es en déficit. Donc ça, c'est un ratio très assurantiel. Nous, on ne le suit pas, mais c'est quand même un ratio qui m'intéresse de savoir si les assureurs arrivent à couvrir les risques. Ça, c'est un sujet important. Côté comparateur, nous, on suit la cotabilité, ce qu'on appelle la cotabilité des partenaires. Donc, combien de fois ils vont s'afficher en fonction des demandes qu'on a. Le nombre de mises en relation qu'on a, ça c'est important. Et le taux de conversion. Parce que le taux de conversion,
comme on est dans un modèle à l'affaire nouvelle, donc on est rémunéré à chaque fois que ça transforme, le taux de conversion, le taux de transfo, plus on transforme, plus je vais gagner de l'argent, moi. Donc le taux de conversion, c'est vraiment un indicateur qu'on suit de très très près. Il peut varier énormément en fonction des verticales. Tu n'as pas le même taux de conversion si tu es sur de l'assurance santé ou de l'assurance auto ou de l'assurance habitation. Donc ça, c'est hyper important. Et ça dépend aussi des partenaires. En fonction des parcours que tu as, ils sont plus ou moins fluides. Donc ça, c'est des sujets aussi qu'on suit de près. Ok. Et tu peux partager des chiffres là-dessus sur un beau taux de conversion ou En fait, c'est hyper variable. Ça dépend des partenaires, ça dépend des marchés. Tu vas avoir des partenaires où ils vont transformer à 2-3%. Vraiment pour le bas du panier sur certains marchés. Et puis, tu en as qui ont vraiment bien compris le truc, qui sont sur des cibles ou vraiment des trucs un peu spécifiques qui vont transformer à 30-35%. Quoi. Voilà. Donc, c'est très, très variable. Ok. Une question que j'aime bien poser à mes invités aussi, c'est forcément dans le monde des partenariats, on a tous connu des échecs. Je pense que ça fait partie du jeu. Ouais. C'est quoi un échec qui t'a marqué et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon ? Alors, mon plus gros échec, c'est ce dont je te parlais en introduction, c'est-à-dire que la fameuse joint venture que j'ai montée avec BNP et Orange, on a travaillé 18 mois sur le lancement d'une carte qui n'est jamais sortie. Donc, c'est mon plus gros échec. Voilà. Et en même temps, c'était l'acte fondateur de tout ce que j'ai fait après. Ouais. Mais ouais, ça, c'est le plus gros échec parce que on avait vraiment... là, j'étais chef de projet, donc tu mobilises les équipes, tu portes un peu le projet, tu fédères, etc. Et puis, en fait, au dernier moment, une autre direction rentre en jeu et dit non, finalement, ça cannibalise, je sais pas quoi. Bon, bref, le projet ne sort pas et tu mets tout à la poubelle, quoi. Et ça, c'est un bel échec. Après, j'ai l'impression que c'est aussi l'aspect grand groupe, parfois, où il y a eu beaucoup de choses, peut-être beaucoup de politique, plus que tout ce qui avait été créé par toi. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'après, moi, je trouve que pour les équipes, c'est hyper dur, quoi. Et en même temps, tu vois, ce que tu as fait, autant ton projet, il tombe à la poubelle, mais il part à la poubelle, autant le reste, voilà, c'est ton expérience, tes rencontres, ce que tu as créé, ce que tu es capable de faire. Et puis, moi, à titre perso, j'ai rebondi sur d'autres sujets qui étaient en lien. Donc voilà, c'était intéressant. Tu as retravaillé avec les mêmes personnes par la suite ? J'ai retravaillé avec les mêmes personnes par la suite. Enfin, pas chez Orange, mais chez BNP, ouais. Top. Et à l'inverse, un beau succès dont tu es fière ? Un beau succès dont je suis fière. Forcément, tu es fier des trucs pour lesquels tu as le plus de mal ou tu as le plus mouillé ta chemise. Donc, quand j'étais dans ma start-up, j'étais assez fière des partenariats que j'ai signés. Alors, j'étais dans l'écosystème immobilier et voilà, j'étais vraiment toute seule, donc tu peux compter que sur toi-même. Donc, ouais, j'ai fait quelques belles signatures de partenariats. Tu faisais quoi, du coup ? Donc, du coup, ma start-up, c'est pas compliqué, mais encore une histoire de marketplace, donc intéressant. L'idée, c'était de se dire que quand tu achètes... Est-ce que tu as déjà acheté en VFA ? Est-ce que tu sais ce que c'est que d'acheter en VFA ? C'est quand tu achètes un immeuble sur plan. Donc, entre le moment où tu signes ton contrat et le moment où tu vas être livré de ton appartement, il se passe 2 ans pendant lesquels tu n'as aucune nouvelle de ton promoteur immobilier. Donc, il y a une société qui s'appelle HappyWait qui avait créé un SaaS qui permettait aux promoteurs de donner des nouvelles à l'acheteur en disant voilà, on a posé la première pierre, voilà, on est en train de mettre le carrelage, est-ce que tu as choisi ton évier, etc. Donc ça se permettait de faire la relation entre le promoteur et l'acheteur. Et donc moi, je montais une marketplace pour dire à l'acheteur, mais écoute, tu vas acheter, est-ce que tu veux des réductions sur tes matelas ? Est-ce que tu as besoin d'une assurance habitation ? Est-ce que tu as besoin de tout ça dans ce SaaS-là ? Et en fait, c'était... Alors, tu avais des trucs un peu fun, les matelas, les machins. Et d'un point de vue assurance, ce qui était hyper intéressant, c'est que comme on avait beaucoup de data, je savais que l'acheteur, il achetait à Marseille un 50 mètres carrés au dernier étage. Donc, j'avais déjà tous les éléments tarifants. Donc, je pouvais lui dire, écoute, allô monsieur, t'emménages dans 3 mois. Moi, je te propose ton assurance habitation à 50 € par mois. Est-ce que t'es OK ? Et donc, j'imagine un beau taux de succès derrière. Parce et du coup, hyper intéressant sur cette utilisation de la data. Avec des transfos qui étaient intéressantes. Après, pour être tout à fait honnête,
je suis arrivée au moment où la guerre en Ukraine a éclaté, donc les prix des matériaux sont envolés et tout ce qui est immobilier neuf a pris un petit peu cher. Récemment, c'est plus compliqué. Exactement. Mais le projet est hyper intéressant et repartira, je pense, sans problème. Ok, top. Une question que j'aime beaucoup poser aussi, c'est il y a des gens, tu vois, qui nous regardent ou qui vont écouter. Quel serait ton meilleur conseil pour se lancer dans les partenariats? Et peut-être à ceux qui sont un peu plus avancés, quel conseil tu donnerais également? Bonne question. Les conseils que je donnerais... Alors, moi, j'ai un background marketing. Je fais des études de marketing. Et je crois que ce qui me plaît aussi, c'est d'arriver à marketer mon offre en B2B. Et du coup, à vulgariser, à essayer de faire la pédagogie, d'expliquer, et de faire rencontrer des mondes. Donc, je dirais ce qu'il faut, les qualités, c'est de la curiosité pour être à l'écoute de ton partenaire, de voir ce dont il a besoin, etc. Et puis de l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire de se dire, ils ont besoin de ça, qu'est-ce que je peux leur proposer? Voilà, pour moi, c'est les deux sujets importants. Comment tu vois un peu la différence entre vente et partenariat? Est-ce que tu vois une grande distance entre les deux? Là où tu as raison, c'est qu'entre la gestion de grands comptes et du partenariat, tu vois pas toujours la limite. Pour moi, du partenariat, et c'est ça qui m'amuse, c'est de construire des projets ensemble. Tu vois, c'est vraiment... si tu vends un truc à un grand compte, j'en sais rien, tu vends des plateaux téléphoniques ou tu vends des trucs... tu fais ta vente et puis ça vivote. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de se dire on est ensemble dans le même bateau pour bien servir le client final. Tu es vraiment en B2B2C. Et c'est ça que je trouve intéressant dans les partenariats, c'est de construire ensemble des solutions pour le client final. Non, mais je te rejoins, il y a un petit truc en plus, en tout cas, qui me plaît beaucoup également. Super. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose justement? Une question que tu m'as pas posée, que j'aimerais que tu me poses. Je pourrais te parler de notre stratégie, de la vulgarisation de l'assurance. Ça, je peux t'en parler. Avec plaisir. Vas-y. Donc, dans la stratégie des furets, comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas sur des sujets ultra sexy. Et donc, nous, notre mission, notre volonté, c'est de rendre aussi l'assurance accessible. Donc, on a des stratégies marketing, SEO, je t'en parlais, on a du sponsoring de Pékin Express. Et aussi, sur les jeunes, on travaille vachement notre stratégie, notamment sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur TikTok. Et TikTok, ça marche super bien. C'est-à-dire qu'on a un compte, on reprend des mèmes, on fait plein de mini-vidéos pédagogiques, explicatives. Et derrière ça, alors à la fois, moi, je trouve ça très drôle. C'est pas moi qui l'ai fait, donc je le dis encore d'autant plus de facilité. Mais tu vois, on s'appelle Les Furets et du coup, on a développé tout un truc qui s'appelle Les Astuces de blaireau. Enfin voilà, je vous invite à vous abonner au compte TikTok des Furets. Il y a des trucs assez drôles. Mais au-delà de ça, il y a aussi une mission entre guillemets, de pédagogie, d'explication, de rendre l'assurance accessible. Et ouais, ça, c'est intéressant. Et là, tu t'adresses à quelle tranche d'âge à peu près? Du coup, les moins de 35 ans. Les jeunes, on va chercher leur code et on s'adapte à leur code pour leur parler d'un sujet qui n'est pas sexy, l'assurance. Et en même temps, on va les chercher sur leur terrain de jeu. Et ça, c'est intéressant. Et donc, les résultats là, que sont plutôt bons parce que, alors je vais dire des bêtises, mais je crois qu'on est à pas loin de 150 000 abonnés sur TikTok, donc on est une belle communauté, on est assez fiers. Et puis une notoriété chez les jeunes qui est assez forte. Donc c'est bien. Top. Ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour le groupe là? Les prochaines étapes pour le groupe, toujours plus d'assureurs, beaucoup de sujets autour de l'IA. Finir de construire cette dernière brique de marketplace avec des services aux partenaires. Qu'est-ce que je mets comme service à mes partenaires? De quoi ils ont besoin? On est très tourné... En fait, avec cette marketplace, on change de paradigme. C'est-à-dire que ton partenaire, c'est aussi ton client et du coup, tu fais ton écoute client. Là, on va organiser des ateliers d'écoute client. On va aller voir nos clients, on va leur dire de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait en plus et tout. Et voilà, donc il y a toute cette brique de service aux partenaires que moi, je voudrais monter dans les prochains mois. Ok. Tu vas recruter du coup dans ton équipe? Pour l'instant, on tient comme ça. Ok, ça marche. Super. Ouais.
Écoute Clémence, un grand merci pour ton témoignage et d'avoir aujourd'hui parlé des partenaires dans le monde de l'assurance. Avec plaisir. Ça a été un plaisir de te recevoir. Pour les potentiels partenaires ou les gens qui nous regardent, qui voudraient te contacter, comment on peut faire ? Mon LinkedIn est ouvert, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on a plein de data à partager, plein d'infos à partager, donc on s'en parle très vite. Super. Écoute, encore un grand merci d'avoir été là avec nous et d'avoir Merci à toi. le temps. Et puis, de mon côté, comme toujours, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles, à mettre un like ou à partager l'épisode avec quelqu'un. Ça nous aide toujours pour le référencement et puis à nous faire connaître. Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.